Europe 1 et vous, 11h, 13h, Mickaël Dorian. Il est 12h20 dans Europe 1 et vous l'avez entendu arriver juste avant en studio, coach Perrin est avec nous. Bonjour coach. Oui, bonjour à tous. Alors notre point JO dans Europe 1 et vous avec Jean-Claude Perrin concernant les médailles coach. Alors on a fait chou blanc hier. Il faut le dire, Mike, on a fait chou blanc. T'es quand même sévère. T'es quand même sévère parce que toi et tes confrères, hein, vous venez de faire une semaine fabuleuse. C'est vrai. Vous êtes mis en valeur. Gourmands, nous, hein, vous êtes mis en valeur sur notre travail et sur. Non, je plaisante. Le choix des médailles n'est pas obtenu par rapport aux journées, fort heureusement. Il y a un poids excessivement différent, même si elles ont toute leur importance entre les médailles. Actuellement, on rentre dans la période la plus dure des Jeux Olympiques. C'est une période historique. C'est la période qui a 3000 ans. C'est par là que tout a commencé. Donc, l'athlétisme est un sport universel et, ma foi, très, très difficile de se placer. À chaque fois, vous l'avez vu, il faut faire gagner ou être dans les premiers dans 4 courses. Alors toujours 48 médailles françaises, donc dont 13 médailles d'or, et on est passé alors 4e au classement, on s'est fait doubler par l'Australie. Bon, 4e, c'est pas mal. Je crois que le président ou les responsables avaient dit qu'ils voulaient que le pays soit en 5e position. Dans le top 5. Oui, pour moi, comme entraîneur, ça me paraît flatteur. Parce que, véritablement, c'est la preuve qu'on est une nation qui va vers l'avant en matière de sport. J'espère que ça va se concrétiser. Ce que j'attends des Jeux, c'est que tous les gamins que je vois dans les parcs ou sur les plages, ils se mettent à être bons dans la journée, et pas la nuit. Hein, ils passent trop de temps et d'activité la nuit. J'aimerais les voir dans les clubs de sport, surtout les jeunes, les 10-12 ans, j'aimerais les voir dans les plages, dans les parcs et tout. C'est là où je verrai que ce qu'on a fait commence à avoir un sens. Maintenant, si on est 4e, 5e, 6e, ça sera une très bonne place. Dans les plages, dans les parcs, vous avez dit pour faire du sport, pas dans les salles de sport, c'est pas votre truc. J'ai parcouru les salles de sport, bien évidemment. Mais ce que j'aime dans la jeunesse, c'est qu'elle soit spontanée, en liberté, en plein air. Et puis les salles de sport, même si pour certains c'est annexe, c'est coûteux, faut de l'argent. C'est vrai. Mais avec des baskets dans un parc, dans une banlieue ou dans un petit bled de campagne comme là où j'ai été élevé, eh bien, ma foi, il y a toujours un terrain pour faire du sport. Et ça coûte le prix de la paire de baskets. Mais voilà, oui, uniquement. Exactement. Et nous, gens riches, on l'oublie. On a des chances de médaille aujourd'hui, coach ? Chance de médaille. Non, on vient de voir 2 belles courses. On a vu Samba Maliana sur 100 haies. C'est une épreuve réservée aux femmes. Elle a gagné sa série, elle va très vite. Je la donne partante ou dans les points pour une médaille. Le 100 haies, c'est 10 haies. Avec la vitesse que les filles prennent maintenant dans l'espace entre les 2 haies, c'est un exercice d'adresse. Ouais. Il faut aller très très vite sans faire de faute. Vous faites une faute, c'est fini, vous allez par terre. Alors les Jeux Olympiques et la suite du feuilleton sur la qualité de l'eau et de la Seine, alors qu'une 5e séance de préparation a encore été annulée hier. Un manque de transparence concernant les données des différents relevés qui jettent le trouble dans l'eau de la Seine. Et oui, on en parle tout de suite avec le porte-parole de la Fondation Surfrider, Lionel Chélus. Bonjour. Bonjour Lionel Chélus, merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Bonjour à vous, merci. Alors, allons-nous rendre tous les nageurs français et étrangers malades avant la fin de la compétition ? Parce que plusieurs triathlètes ont déjà été victimes de problèmes intestinaux après s'être baignés. Alors, aucun lien n'a pour le moment été clairement établi, mais on peut tout de même s'en inquiéter.
Oui, alors moi je suis pas médecin, hein, je peux pas vraiment m'exprimer là-dessus. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, effectivement, il y a de nouveau une séance d'entraînement qui a été annulée. La course semble pouvoir se tenir demain. Aujourd'hui, on voit que la qualité de l'eau de la Seine, c'est quelque chose d'assez fragile, qui est très sensible aux intempéries, essentiellement la pluie qui est un problème. Alors là, la séance, il se trouve qu'à Paris, il n'a pas plu là depuis quelques jours. C'est très probablement, j'imagine, en amont qu'il s'est mis à pleuvoir et que c'est pour ça qu'il doit y avoir des problématiques de bactéries dans l'eau aujourd'hui. Donc oui, c'est un équilibre fragile en effet. Alors il y a urgence car les épreuves de natation démarrent demain. Comment envisager ces épreuves alors que, on le disait, les séances de préparation ont été annulées. Alors il semblerait tout de même que pour aujourd'hui ce soit maintenu, mais il reste l'option effectivement de Vers-sur-Marne, toujours à cause donc de ces fameux relevés. Comment sont réalisés ces relevés ? Eh bien justement, on aurait besoin d'un peu plus de transparence sur ces relevés. C'est ce qu'on disait. Depuis le mois de juin, la préfecture de Paris mettait en ligne sur son site un bulletin météo de la qualité de l'eau de la Seine qui nous permettait d'avoir une visibilité assez claire et d'informer le grand public de l'état réel de la Seine. Et aujourd'hui, ce bulletin s'est interrompu, sans doute, j'imagine, parce que c'est le COJO et la Fédération internationale de triathlon qui a pris le relais pour faire les mesures. Mais aujourd'hui, ça manque un peu de transparence. C'est vrai que le CIO communique sur des chiffres, mais on ne comprend pas bien. Mais c'est vrai que c'est surprenant. Ou d'entérocoques, qui sont les deux bactéries qu'on analyse en qualité de l'eau. Il semble que ce soit des tests rapides qu'ils font, c'est normal, ils ont besoin d'avoir une visibilité assez rapide, mais les tests homologués nécessaires pour bien avoir une appréhension réelle de la qualité de l'eau sont des tests qui demandent 48 heures. On aimerait aussi avoir les données a posteriori pour pouvoir juste avoir une information du grand public qui soit transparente. Et c'est vrai que c'est étonnant, vous avez raison de le signaler, Lionel Chélus. C'est-à-dire la préfecture s'était engagée à publier régulièrement les résultats des relevés et on découvre effectivement que là, depuis quelques jours, ça s'est totalement arrêté. Oui, effectivement. Alors, il y a quand même quelque chose qui est louche. La préfecture a un peu remis les clés au COJO et à la Fédération internationale de triathlon, mais on a besoin d'avoir de la continuité, d'avoir de la continuité sur les résultats et surtout de comprendre les méthodes, qu'ils utilisent pour faire ces analyses. Les prélèvements rapides, certes, sont absolument nécessaires pour pouvoir dire oui, vous pouvez y aller ou pas, mais à la fois, ce sont des prélèvements qui donnent des indications, mais qui, à mon sens, ne sont pas des prélèvements qui sont des prélèvements homologués pour faire ce genre de choses-là. Jusqu'ici, on peut se féliciter. On le disait tout à l'heure avec Michel Drucker de ces Jeux Olympiques. On peut dire, nous, même dans les médias, on s'est beaucoup inquiété de l'organisation de cet événement, notamment sur le plan sécuritaire. Tout va bien pour le moment. On espère que ça va continuer à rester comme ça. Mais coach, est-ce que vous imaginez une seconde, si demain on se met à rendre malade des nageurs français et étrangers parce qu'ils auront nagé dans la Seine ? Il est sûr que c'est une prise de risque très très importante. Quand le comité de l'organisation a décidé que le triathlon serait à l'intérieur de la ville de Paris et avec la partie réservée à la natation en un aller-retour d'1 kilomètre, il est certain que tout le monde a crié au défi. Ouais. C'est un véritable défi, c'est une prise de risque, il faut l'accepter. Maintenant, ce que vous venez de dire est tout à fait pertinent. Il nous faut des analyses fiables. Il nous faut des informations claires. Il nous faut de la transparence. Des informations collectives de données. Vous restez avec nous, coach Perrin. On va continuer à en parler dans un instant. Merci Lionel Chélus d'avoir été avec nous, porte-parole de Surfrider. 12h30 sur Europe 1. Dans quelques instants, ça va être le journal permanent. Et puis, votre avis nous intéresse. Venez en parler avec nous au standard. Il est toujours ouvert au 01 80 20 39 21. À tout de suite. Europe 1 et vous. 11h, 13h. Mickaël Dorian. Toujours en compagnie de notre consultant Jeux Olympiques, Jean-Claude Perrin, alias Coach Perrin, pour parler des JO, bien sûr. Et alors, Estelle,
on pose une question à nos auditeurs depuis tout à l'heure. On l'a même posé à Michel Drucker. Quel sport, à votre avis, manque aux Jeux Olympiques? On attend vos réactions au niveau du standard. Je rappelle le numéro au passage, 01 80 20 39 21. Venez nous donner votre réponse. C'est un numéro non surtaxé, 01 80 20 39 21. Vous avez un avis sur cette question, coach Perrin? Je ne vous ai pas posé la question. Eh oui. Je pense que on doit aller vers un mouvement réducteur. Il y a beaucoup trop de sport et de médailles. Alors évidemment, c'est le mythe américain. C'est eux qui dirigent les Jeux Olympiques. Nous, on est sportifs, entraîneurs, dirigeants, que des exécutants de cette machine énorme qui s'appelle les médias américains. C'est eux qui ont les droits et qui le font très très bien. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est compléter leur antenne. Donc, ils veulent un maximum de discipline. Il y a des sports qui ont été mis à l'essai, mais je crois que l'essai a assez duré. Il faut les arrêter. On entend également beaucoup de musique dans les stades depuis le début de ces Jeux Olympiques. Benoît, est-ce qu'on se mettrait pas une ambiance de stade dans les studios avant de terminer notre émission? Bien sûr, alors il y a ça. Ah bah voilà, Jean-Jacques Goldman. Ça, on l'entend beaucoup depuis le début de ces Jeux Olympiques. Coach, l'ambiance est importante pour les athlètes, pour des joueurs de foot également. Est-ce que la musique, le bruit des supporters, est-ce que ça a un impact sur les performances, sur le terrain? Là, je ne suis pas sociologue à ce point-là, mais il est sûr que la musique fait partie de la jeunesse maintenant. Oui. C'est à l'intérieur de leur corps. Les 5, 8, 10 ans, garçons et filles, ils sont fabriqués avec, comme les parents les ont eus, ils sont fabriqués avec pendant de la musique. Et puis ça va peut-être aussi avec ce que vous disiez, c'est le show un peu à l'américaine aussi, avec de la musique pour chaque événement, pour chaque discipline. Il faut pas aller au-delà et dénaturer les choses. Ils ont essayé de nous faire avaler des changements en athlétisme. En athlétisme, c'est parfaitement codifié. Il faut pas aller au-delà. Alors, de la musique... Oui, de la musique, mais pas de... Voilà. C'est très très bien. C'est très bien. Est-ce qu'on peut en écouter une autre d'ailleurs? On avait par exemple Gala qu'on avait entendu aussi, évidemment. Qui est un peu presque un hymne français en football. C'est devenu la chanson. On l'entend beaucoup. Mais quand on parle, vous savez, coach Perrin, quand on parle avec des joueurs de foot, souvent ils nous disent que quand ils rentrent dans un stade où il n'y a pas d'ambiance, eh ben justement ils se sentent moins en confiance et que ça peut se ressentir sur le terrain. Oh mais il est terrible quand vous faites certains sports ou que devant vous il y a que des banquettes vides, ça fait non pas drôle, c'est habituel malheureusement. Ah oui, pour certains sports, bien sûr. Mais il est sûr que quand vous rentrez au parc, c'est toujours un événement. C'est toujours un événement. Alors ça, c'était Gala, Freed from Desire. Et puis, il y en a un autre aussi qu'on a beaucoup entendu. Beaucoup au rugby, notamment. Laquelle? Dans les yeux d'Émilie. Ah, dans les yeux d'Émilie. On peut écouter dans les yeux d'Émilie. Ah, Jodassin, quand même. On a quand même ressorti Jodassin pour les Jeux Olympiques 2024. Oui. Mais ça, c'est assez fort le rugby aussi, est encore plus fort. Ils amènent leur musique. Oui, il y a vraiment une culture de ça. Allez à Biarritz, à Bayonne. Allez à Iriguir, le grand stade de Bayonne, là vous allez vibrer parce qu'ils ont leur orchestre. C'est formidable. Alors justement, la transition est toute trouvée puisqu'on va partir justement à Bayonne. Le temps de vous remercier, coach Perrin, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour toutes vos précisions, notre consultant Jeux Olympiques. Et on vous retrouve très bientôt. Et on vous retrouve bientôt. En dernière minute, que Tual vient de se qualifier sur 800 mètres. Il a été très très bon. Il est passé, je vais vous donner son temps de passage parce qu'on a des auditeurs qui le réclament. Il est passé en 51 et il vient de gagner en 1,45. Bon, bah écoutez, merci, c'était une information importante, vous avez bien raison. On en parlait tout à l'heure, Estelle, il y a un sport qui n'est pas présent aux Jeux Olympiques et dont on va justement discuter maintenant, c'est la pelote basque. Et oui, pour en parler, on accueille Lilou Echeverria, président du Biarritz Athletic Club et président de la Fédération française de pelote basque. Bonjour. Bonjour monsieur Echeverria. Bonjour. Alors pourquoi est-ce que la pelote basque ne fait pas partie des Jeux Olympiques ?
C'est dommage. Déjà, j'ai entendu l'interlocuteur, l'auditeur tout à l'heure. Je ne partage pas tout à fait son analyse au niveau des participations, au niveau des Jeux Olympiques. C'est-à-dire à quel sujet? C'est-à-dire que c'est l'occasion pour des sports qui ne sont pas très connus, qui ne sont pas médiatisés, pas assez médiatisés. Justement, grâce aux Jeux Olympiques, on connaît certains athlètes, on connaît certains grands champions grâce aux Jeux Olympiques. Alors qu'ils sont souvent dans toute l'année connus dans leur spécialité ou dans leur discipline, mais pas du grand public. Donc, je pense à certains... Donc vous pensez que c'est bien finalement d'avoir justement cette variété et cette diversité de disciplines pour les Jeux Olympiques? Ah ben oui, moi je trouve que c'est un point positif et c'est un moment où tous les 4 ans, des athlètes qui s'entraînent quotidiennement à longueur d'année et d'être un petit peu sous les médias, sous les lumières de la médiatisation. Moi, je crois que c'est une belle reconnaissance pour ces jeunes athlètes qui ont été médaillés et qui ont de la reconnaissance. Moi, je crois que c'est... Alors, c'est ça aussi qui donne de l'ambiance. Bien sûr, il y a des sports qui, selon vous, mériteraient d'être mis davantage en lumière lors des Jeux Olympiques. Alors, vous êtes président de la Fédération française de pelote basque, vous allez bien sûr me répondre la pelote basque, mais est-ce qu'il y en a d'autres, selon vous? Bien sûr, tout le monde mériterait de participer aux Jeux Olympiques. Bah oui, mais bon, il y a un moment donné, il faut bien faire un choix. On peut pas. Oui, il faut bien. Mais le choix, vous savez, il est déjà d'emblée dans le nombre de pays. Il faut être déjà 70 pays, des 5 continents. Oui, bien sûr, mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas avoir déjà 250 de disciplines. Bien sûr. Et de toute façon, c'est pour ça que le choix est fait. Et c'est la raison pour laquelle la pelote basque aussi n'a pas été retenue. Alors, j'ai vu que ça avait déjà eu lieu aux Jeux Olympiques de Paris en 1900, la pelote basque, et à Paris toujours en 1924, mais cette fois le sport y était seulement en démonstration. Alors pourquoi pas cette année, franchement? Mais on a candidaté et on n'a pas été retenu dans les 6 sports, dans les 2 sports additionnels. On était dans les 6 retenus. Et on a été auditionné par le comité d'organisation et on n'a pas été retenu. Bon, la raison, je la connais pas. On n'a pas dit le pourquoi. C'est dommage. C'est dommage parce qu'on était en 1924, c'était un joli clin d'œil pour le centenaire des Jeux Olympiques, puisqu'on avait participé en 1924, on a participé aussi en 1968, en 1992 à Barcelone, en 1968 à Mexico, et là en France, voilà. Donc on n'a pas été retenu. Ça a été une grosse déception. C'est-à-dire que vous déposez un dossier de candidature, c'est comme ça que ça fonctionne, et derrière c'est retenu ou pas, mais vous n'avez pas d'explication, vous n'avez pas d'argumentation derrière. Non, on a été retenu en première instance, si vous voulez, puisque nous sommes allés à Paris avec le président de la Fédération internationale, pour défendre le dossier, et après on n'a pas été retenu. Non, on ne sait pas pourquoi. Non. Est-ce qu'on peut rappeler l'histoire de ce sport, monsieur Echeverria? Ah, mais bien sûr, ce sport il est ancestral. Donc c'est peut-être ça qu'on peut reprocher, qu'on est un peu traditionnel. Alors après, il y en a d'autres, des sports ancestraux. On peut parler de la lutte gréco-romaine, on peut parler du saut à la perche, on peut parler. Il y en a plusieurs quand même. Oui, tout à fait. Bon, mais écoutez, nous, c'est un sport qui est né, on le dit, avec les Aztèques, au Mexique. Donc la pelote est partie de là-bas, on y jouait à la pelote, et après, les gens d'ici ont été beaucoup aux Amériques, vous savez, et ont importé finalement le jeu de balle. Et il s'est développé le jour où on a pu importer le caoutchouc. Vous savez, dès que la pelote a pu rebondir, parce qu'on faisait avant, la pelote, on ne jouait que dans les jeux directs. On ne tapait pas contre un mur, on jouait dans les jeux directs parce que la pelote ne rebondissait pas. C'est-à-dire en jeu direct, c'est-à-dire on se renvoyait la balle. Voilà, face à face comme au tennis, vous voyez. Ah oui, c'était pas du tout la même chose, monsieur Echeverria. Du tout, et puis les pelotes étaient lourdes, ne rebondissaient pas, vous voyez. Et donc on jouait face à face. Et après il y a ce qu'on appelait nous les jeux. Ça existe toujours encore les jeux directs. Et on a évolué dans les jeux indirects, qu'on appelle frapper contre un mur. Vous voyez, de manière ça c'était lorsqu'on a importé le caoutchouc. Donc derrière les potes ont été fabriqués avec des caoutchoucs, rebondissaient. Et donc on a pu évoluer là-dessus. Et bien sûr, sont nées des nouvelles disciplines. Le squash notamment. Non, le squash, c'est une autre discipline qui ne fait pas partie de la pelote basque. Nous avons déjà, nous sommes avec 24 disciplines, déjà. D'accord. À peloter, donc, vous voyez, avec des aires de jeu différentes.
disons que c'était un frein peut-être à notre développement, et puis c'est aussi une richesse, parce que ça ouvre la porte on peut proposer à des jeunes plusieurs disciplines, vous voyez. C'est un peu comme l'athlétisme. La côte basque, il y a beaucoup de disciplines. On a Jean-Louis qui est en ligne avec nous. Bonjour Jean-Louis. Alors non, il n'est pas encore en ligne avec nous. On me dit qu'il est en ligne, mais il n'est pas encore là. Bon, on va attendre Jean-Louis, donc qui vient de nous appeler au standard. Toujours concernant la pelote basque, Monsieur Echeverria, c'est un sport qui a une vraie identité. On le disait, qui ne date pas d'hier. Plus qu'un sport, on peut même dire que ça fait partie de la culture du Pays basque. Tout à fait, ça fait partie de la culture, ça fait partie de notre patrimoine. Nous, ici, au Pays basque, on grandit avec la pelote basque et avec le rugby. Vous voyez. Donc, c'est les deux sports très pratiqués. Ici, bon, bien sûr, maintenant, se développe le surf, se développe d'autres disciplines, mais il n'y a pas une personne chez nous qui n'a pas joué à la pelote ou qui n'a pas joué un peu au rugby. Vous voyez. Donc, tout le monde, dans tous les villages, partout, il y a un fronton, il y a des aires de jeu. Oui, partout, on peut jouer, on peut pratiquer la pelote basque. Alors, on me dit que Jean-Louis est là. Bonjour Jean-Louis. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous nous appelez d'où, Jean-Louis ? De ma voiture. De votre voiture, merci. Vous avez les mains sur le volant, rassurez-moi. Hein. Non, oui, je vous rassure. Non, mais vous nous appelez... de ma voiture en Indre-et-Loire. Vous êtes en Indre-et-Loire, Jean-Louis. Et alors vous réagissiez justement à ces sports qui mériteraient leur place aux Jeux Olympiques. Lequel, selon vous ? Le ski nautique. Ah, le ski nautique. C'est sympa, le ski nautique. Nous avons eu, je ne sais pas s'il l'est toujours, le champion le plus titré en France pendant de nombreuses années. Je ne sais pas s'il l'est toujours, qui s'appelait Patrice Martin, et qui a été un immense champion dans le domaine du ski nautique. Patrice Martin était un jeune Français qui a vraiment emporté un nombre de médailles invraisemblable. C'est le président actuel, d'ailleurs. Alors, le président de la fédération. Alors, oui, monsieur Echeverria, vous voulez répondre à Jean-Louis ? Oui, il a tout à fait raison. C'est un sportif immense, Patrice Martin, parce que c'est le plus titré, c'est le président actuel d'ailleurs de la fédération de ski nautique. De ski nautique, oui. Oui, c'est un immense champion, et effectivement. Et alors, je me rappelle bien de ma jeunesse. Jean-Louis, pourquoi est-ce que cette discipline n'a pas été sélectionnée, par exemple, selon vous, hein ? Est-ce que vous avez un avis ? Moi, je suis pas certain de ce que je réponds, de ce que je réponds dans cette question, mais c'est parce qu'il y a une intervention mécanique avec un bateau. Avec le moteur. Dans le fonctionnement de ce sport. Mais je suis étonné qu'on n'ait pas trouvé des alternatives qui permettraient justement de faire reconnaître une activité brillante, parce que c'est un sport difficile, extrêmement complet dans beaucoup d'activités, qu'il s'agisse des figures, qu'il s'agisse du slalom. Donc il y aurait des choses à faire pour essayer peut-être de faire reconnaître ce sport. Je sais que Patrice Martin a essayé de le faire rentrer dans les sports olympiques. Et ça n'a pas été accepté. Ça n'a pas été accepté. Voilà. Mais c'est vrai que c'est dommage. Et puis ça existe. Il y a des alternatives au ski nautique sans bateau sur certaines aires de loisirs où on remplace le bateau par un système mécanique. Quand la volonté est là, on trouve des alternatives. Merci Jean-Louis en tous les cas d'avoir été avec nous et de nous avoir appelés. Toujours concernant la pelote basque, puisque nous sommes toujours avec Lilou Echeverria qui est président de la Fédération française de pelote basque. Est-ce que c'est vrai que dans chaque village, c'est une région que je vais vous le dire, que je ne connais pas très bien, est-ce que c'est vrai que dans chaque village du Pays basque, est-ce qu'il y a un fronton pour jouer à la pelote basque ? Oui, c'est vrai. Et même parfois, il y en a même deux, il y en a même plusieurs. Dans certains villages, oui. Oui, donc ça veut dire que c'est un sport qui fait vraiment partie de la culture et du patrimoine de cette région. Tout à fait. Depuis, il n'y a pas un endroit... Moi, je suis de Biarritz. À Biarritz, je ne sais pas, il y en a une dizaine, même une douzaine, frontons. Alors, vous êtes de Biarritz, mais la fédération, elle est à Bayonne, c'est ça ? Voilà, je viens à Bayonne. Voilà, d'accord. Alors, la capitale du Pays basque, parce qu'il paraît qu'il y a débat sur cette question, c'est Bayonne ou c'est Biarritz ? Non, je ne vais pas répondre. Vous allez vous faire des ennemis en direct. Je prends un joker. Non, je viens à Bayonne avec grand plaisir, mais c'est vrai que rubistiquement, je suis Biarro. Voilà. Ah oui, d'accord. Mais
mais je suis pas contre la Yonne, je suis bien. Ouais. Bon, et alors pourquoi est-ce que c'est un sport qui se perd, notamment auprès des jeunes? Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire davantage pour justement arriver à développer, à redévelopper davantage ce sport au niveau national? Mais écoutez, je pense que nous, ce dont on souffre, je pense, c'est de l'investissement. Hein. Et bon, quand vous connaissez un fronton, maintenant, on a les aires de jeu internationales sont des aires couvertes, vous voyez. Et un rail à l'ail, ce qu'on appelle un rail à l'ail, par exemple, comme nous avons à Biarritz, ça coûte au minimum 1 million d'euros, quoi. 1 million d'euros pour construire. Donc c'est un frein à notre développement. C'est un problème de moyens. Vous êtes en train de dire que c'est un problème de moyens. Oui, je pense que c'est un problème de moyens. Oui. Au départ, c'est ça. D'ailleurs, on essaie de développer des nouvelles disciplines, comme nous appelons le frontball. Il s'agit d'une discipline à laquelle il faut juste un mur, voyez, une balle, et puis on n'a pas besoin d'instruments. On tape avec la main, quoi, finalement, voyez. Et la pelote, elle est douce. Elle n'est pas dure comme moi. Donc derrière, on essaie de développer cette discipline justement pour pouvoir aller dans des régions où on ne joue pas la pelote. Sinon, on restera toujours. Vous êtes combien de membres au sein de la fédération? On est 15 000 licenciés compétiteurs. Bon, et ben va falloir vous mettre maintenant. Va falloir vous mettre sur le dossier de Los Angeles maintenant, Lilou Echeverria. Hein. Oui, avec grand plaisir. Ah bah oui. On espère voir la pelote basque aux Jeux Olympiques de Los Angeles dans 4 ans. Merci beaucoup, Lilou Echeverria, d'avoir été avec nous, président du Biarritz Athletic Club et président de la Fédération française de pelote basque.